Quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé que cette idée était partielle. Et que, en plus du rêve, un cauchemar m'attendait ici. Avant de venir en France, quand j'étais en Algérie, j'ai cherché beaucoup des gens qui peuvent m'accueillir en France parce que je connais rien en France. Je connais pas la ville de Paris, surtout Paris qui est une ville extrêmement compliquée. J'ai appelé plein d'amis pour essayer justement de voir s'ils peuvent venir me chercher. J'ai trouvé quelqu'un. C'est extrêmement difficile déjà de trouver un logement à l'étranger et surtout à Paris. Je savais que c'était extrêmement difficile à trouver où se loger. Voilà, j'ai envoyé des dossiers, pour des associations privées ou publiques bien sûr. Bien sûr le dossier classique pour le Crous, mais j'ai pas eu de réponse en fait. Alors je suis allé chez cet ami là et je suis resté avec lui pendant 10 jours. Heureusement pour moi, un cousin m'attendait ici, il m'avait accueilli et hébergé pendant les premières semaines de mon séjour. Le problème c'est qu'il habitait dans un 9 mètres carrés à 1h30 de mon université. Je devais prendre le train tous les jours, perdre 3 heures aller-retour pour mon université, mais j'ai dit bon d'accord, c'est pas un très grand problème, je peux gérer ça. De toute façon, on m'avait prévenu que le début ne va pas être facile. Voilà, je suis resté les 10 premiers jours chez cet ami-là. Ensuite, j'ai appelé la famille. J'ai pas beaucoup de familles là ici en France qui peuvent m'accueillir, surtout sur Paris. J'ai appelé un cousin qui m'a dit qu'il a une personne qu'il connaît et qui peut m'accueillir bien sûr juste quelques jours, genre 2-3 semaines le temps que je trouve quelque chose pour justement trouver quelque chose de définitif bien sûr. Après bien sûr les 10 jours, je suis allé chez l'ami de mon cousin. Je suis resté avec lui. Moi je lui ai dit que je vais rester 2-3 semaines maximum, mais je savais pas si je trouverais un truc ou pas après ces 3 semaines. J'étais un petit peu perturbé. Et après 1 ou 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit qu'il y a un truc juste à côté qu'il y a un logement qui est juste à côté de l'université. Il est un peu cher. Il était à 600 €, mais il m'a dit qu'il y a une possibilité de partager le loyer entre deux. J'étais hyper content. Parce que même pour moi, 300 €, 340, 400 €, c'était entre 340, 340 sans bien sûr les charges, mais c'était avec les charges, je pense 400 €. Pour moi, 400 €, ça me permettra de vivre au moins 3 ou 4 mois à l'aise. Voilà, ça c'était par rapport à l'argent que j'avais avec moi, bien sûr. J'ai pas 10 000 € pour vivre toute l'année dans ce studio-là. Mais je me suis dit que voilà, c'est déjà un bon début. Je vais rester déjà 3 ou 4 mois et après voir est-ce que je peux trouver quelque chose d'autre, de moins cher, je ne sais pas. À cause de mon arrivée tardive, je devais travailler davantage car je voulais avoir de bons résultats en master pour pouvoir continuer en thèse. Et une autre conséquence aussi de mon arrivée tardive est que les logements étaient déjà pris. Mais je devais absolument trouver un logement, donc j'ai dû éplucher les annonces sur internet ou dans les journaux. Mais toujours la même réponse, le logement était déjà pris. Il y avait un autre problème, c'était le rythme de vie. Quand je suis venu ici, moi j'étais dans une petite ville, je ne savais pas que ça marche comme ça. Moi la première fois que j'ai mis les pieds en France, et à Paris justement, à Paris c'est autre chose, c'est pas les autres villes. J'ai trouvé des gens qui couraient partout, dans tous les sens. Je comprenais pas, tu vois. Je courais avec les gens, je ne savais pas pourquoi ils courent. Je courais avec eux. Et c'était extrêmement épuisant. Parce qu'à chaque fois, à la fin de la journée, je trouve que j'étais épuisé vraiment. Que je ne pouvais pas continuer comme ça dans ce rythme-là.
c'était extrêmement difficile déjà de vivre avec ce rythme de vie-là. À Paris, avec les transports, avec tout le temps le stress, avec tout le temps le courir partout, tout le temps. Le début pour moi, c'était comme un choc en fait. Se retrouver du jour au lendemain dans un pays à la culture, à la langue, au rythme de vie très différent de mon pays d'origine, franchement je ne m'attendais pas à ça. Mais il fallait s'adapter vite, car les cours avaient déjà commencé avant mon arrivée et il est très difficile de rattraper un train en marche. Après que j'ai trouvé un logement, c'était un logement temporaire bien sûr chez un privé, mais je me suis dit qu'il faut maintenant trouver les ressources pour vivre. C'est-à-dire il faut trouver de quoi payer le logement, de quoi payer les études, la nourriture, c'est-à-dire pour vivre, de quoi vivre en fait. Et je me suis dit qu'il faut vraiment chercher un travail. Bon, je suis allé vers l'internet, vers les agences pour trouver justement quelque chose pour travailler justement et gagner un peu d'argent. Le problème c'était les papiers. En fait moi, comme je suis un étranger, il fallait que je fasse un titre de séjour, un premier titre de séjour pour pouvoir travailler. Le problème c'est que j'avais que un récépissé. Et c'était vraiment un grand problème. C'est-à-dire, à chaque fois j'avais des entretiens pour justement travailler, par exemple dans la distribution de journaux ou dans un petit restaurant, quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'à chaque fois l'employeur il me dit ben, vous pouvez pas travailler. Vous pouvez travailler avec un titre de séjour. C'est pas un titre de séjour mais avec un récépissé en fait. Je ne peux pas travailler avec un récépissé. Face à ce problème-là, j'ai demandé l'aide de ma famille. C'était pour moi une période extrêmement difficile. Mais face à tout ça, je suis resté solide. Je me suis dit que voilà, j'ai un objectif et il faut aller au bout. Après cette période-là, les choses où la vision est devenue de plus en plus claire. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu une réponse de la part du Crous comme quoi ils m'ont attribué une chambre à la cité universitaire. J'étais extrêmement content pour ça parce que une chambre au Crous c'est quelque chose, on va dire, définitif et 3 fois moins cher que le studio que j'ai loué avant. Voilà, ça c'est pour le logement. C'est-à-dire pour ça j'étais à l'aise après parce que je savais que c'est le grand problème à résoudre, c'est-à-dire le problème du logement. La deuxième chose c'est que j'ai reçu aussi une lettre de la part de la préfecture qui m'a attribué un titre de séjour. Ça aussi, ça m'a permis de trouver un travail. Bien sûr, j'ai travaillé la première fois dans la restauration. Entre parenthèses, c'était pas vraiment mon truc. C'était à la restauration, je suis pas à l'aise avec ça. C'était une période, c'était une expérience, on va dire, qui a échoué rapidement. Voilà. J'ai travaillé 1 ou 2 semaines pour gagner quelques euros. Après, j'ai trouvé quelque chose de plus stable qui était la distribution du journaux dans la sortie des métros. J'ai travaillé 1 ou 2 mois dans ce métier-là. C'était bien sûr à temps partiel. Une chose importante, c'est que là en France, même si on trouve un travail, le problème c'est qu'il faut, même si on trouve le travail, on trouve le logement, mais le problème c'est qu'il faut faire un compromis entre tout ça et les études. Bon, moi j'étais en Master 2, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement, on va dire, difficile. Bon, à la fin, bien sûr j'ai réussi dans mon Master et j'ai gagné à côté de l'argent justement pour l'année prochaine, ou voilà, pour payer les études l'année prochaine ou pour vivre l'année prochaine. Voilà.
pendant le deuxième semestre de ma première année, à partir du mois d'avril à peu près 2009, j'ai connu beaucoup moins de problèmes en fait par rapport au premier semestre où c'était très difficile avec les problèmes que j'ai rencontrés. Donc après, quand j'ai trouvé le logement ici à la cité universitaire et puis le stage que j'ai trouvé dans une entreprise pour finir mon master, et j'ai connu quelques amis aussi, que ce soit à l'université ou ici à Antony. Je me suis habitué au rythme de la vie. Quand je repense maintenant à tous ces moments, tous ces mois difficiles que j'ai vécu pendant le premier semestre surtout de ma première année, je constate que fallait vraiment avoir du courage pour pouvoir continuer, pour pas baisser les bras et pour continuer le parcours si je veux vraiment un jour arriver à réaliser mon rêve d'enfance. Quelque chose peut-être? Oui, ben, je vais te raconter t'as fait un résumé peut-être. Ce que John Hopcroft nous a raconté hier. John Hopcroft de A.O. Hopcroft Human, c'est un des plus grands informaticiens du XXe siècle et un petit peu du XXIe. Il est plus tout jeune. Et donc il nous a parlé de tout ce qui peut permettre de traiter des très gros clusters de données. Il est colorié différemment aux deux extrémités. Bon, mais ça donne pas beaucoup d'informations, ça prouve pas grand-chose. Mais par contre, ce qui peut prouver des choses, et on l'a montré, et sur toute une classe de problèmes, c'est que si tu l'autorises à tirer un deuxième, puis un troisième, etc., et jusqu'à 10 000 arcs, là, à la fin, il va avoir une preuve. Et le problème, c'est qu'il aura aussi le graphe colorié. Donc le principe, pour ce problème-là, de la preuve à connaissance zéro, comment j'ai rencontré Abdou? Eh bien, il est venu me voir parce qu'il cherchait un stage dans le cadre de ce qu'on appelle un master de recherche. Donc il avait suivi des cours dans mon université et moi j'avais posté sur le site des stages une offre qui en fait n'était pas dans mon équipe de recherche. Il s'agissait d'une jeune femme dont j'ai présidé le jury de thèse il y a quelques années et elle m'avait demandé si je pouvais lui trouver quelqu'un pour travailler dans son entreprise sur des choses un peu avancées pour estimer la fiabilité du logiciel. Et en fait, Abdou est venu me voir et je ne le connaissais pas. Donc on a fait connaissance. Visiblement, il avait les capacités pour faire ce stage et il était motivé pour aller faire un stage dans l'industrie. C'était son idée au départ. Donc je les ai mis en contact. Il est parti à Laval, qui est le siège de l'entreprise, de la petite entreprise où il a fait ce stage. Et là, eh bien, on a interagi ponctuellement parce qu'il travaillait essentiellement dans cette entreprise. Et donc, il envoyait des choses par email, il est passé quelquefois au labo. Et ça se passait bien. C'est quelqu'un qui est très autonome, très rigoureux, prêt à aborder des sujets qu'il ne connaît pas. Et il faut avoir l'esprit d'aventure quand on veut faire de la recherche.
Et donc c'est déjà ce qu'il a fait dans ce stage. Il a vraiment abordé des sujets qu'il n'avait pas vus auparavant. À l'issue de ce stage, d'abord, il avait ce qu'on appelle une publication de prête, c'est-à-dire un ensemble de résultats écrits, présentables, et qu'il a d'ailleurs soumis à une conférence internationale. Et il avait de bonnes notes à son master, de bonnes notes à son stage, et il était donc dans le peloton de tête des étudiants qui pouvaient avoir une bourse de thèse. Et là, il est venu me voir, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, en me disant qu'il voulait faire une thèse. J'avais pas prévu de prendre de thésard cette année-là, c'était pas prévu. Mais par contre, j'avais défini avec une collègue anglaise à l'université de York un sujet de thèse que, en fait, on pensait faire à l'université de York ensemble. Parce qu'elle avait une possibilité de financement et un étudiant en vue. Et bien l'étudiant, de son côté, n'était plus en vue, et moi j'avais Abdou qui était là. Donc j'ai un peu adapté le sujet, puisque il était prévu que la thèse se passe à York, donc maintenant elle devait se passer à Paris. Ça voulait dire qu'au niveau des compétences dans le laboratoire, c'était un tout petit peu différent, donc on a adapté le sujet. Et puis il a eu sa bourse, et on a commencé à travailler vraiment ensemble. Comment ça se passe quand on fait une thèse? Alors là, dans le cas d'Abdou, ça se passe comme pour tous les jeunes qui arrivent dans un laboratoire. D'abord, il y a une grande période, quelques mois, où je pense qu'ils patauchent tous pas mal. La question étant de comprendre quel est le problème. Et les problèmes qu'on pose en thèse, ce ne sont pas des problèmes dont on connaît la solution. Ce ne sont même pas des problèmes qui sont bien posés. On sait qu'il y a des phénomènes qu'on maîtrise mal et qu'on veut soit expliquer, soit contrôler. Et donc, Abdou a commencé à travailler là-dessus. Donc, je vois tous mes thésards très régulièrement, c'est une fois par semaine. Et parfois plus, parce qu'en cas de problème, il n'hésite pas à m'attraper dans les couloirs pour me poser des questions. Et puis, il y a d'autres thésards. Donc il y a toute une interaction qui se passe entre eux et que j'essaye de contrôler le moins possible et d'observer le moins possible parce que c'est quelque chose qui, je pense, apporte beaucoup et doit être spontané. Donc voilà, ensuite je l'ai envoyé à York. Et en fait, je crois que la première fois qu'il est venu à York, j'y étais. Et donc on s'est retrouvés à 3 là-bas, ma collègue anglaise, Abdou et moi-même. Et là, ça a été aussi, je pense, un gros choc de culture scientifique parce que les gens de York travaillent sur des sujets tout à fait liés à ce qu'on fait, mais qui sont complémentaires. Donc ça s'est, je crois, fort bien passé. Et depuis, les gens de York sont venus, Abdou est retourné à York. On a fait une deuxième publication, enfin une deuxième pour lui. La première, tous les deux, et avec un collègue qui est spécialiste des systèmes de preuves de théorèmes sur ordinateur. Publication que Abdou est allé présenter à Shanghai, en Chine. Donc une recherche de haut niveau international. Alors la publication de Shanghai, c'est le premier jet, après plusieurs mois de thèse. Là on est à un an et demi de thèse, excusez-moi. 1 an et demi de thèse, ça veut dire qu'on commence à avoir des choses écrites, des choses bien cadrées, et qu'on voit où on va, ou presque.
Parce que je crois qu'une des choses qui est les plus perturbantes pour les gens qui démarrent dans la recherche, c'est de ne pas savoir où on va. On est simplement face à une question et il faut essayer de voir comment on peut y répondre, et on a parfois des surprises. Dans le cas d'Abdou, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait eu des surprises. On a eu plutôt des difficultés. Et je crois qu'il a vécu, comme tout doctorant d'ailleurs, des périodes d'extrême excitation intellectuelle, hein, le plaisir de découvrir, le plaisir d'avoir une idée, et puis des périodes de stress et de dépression, parce qu'il y a des moments où ça n'avance pas, ce qu'on avait fait ne marche pas, donc voilà. Maintenant, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le fait que Abdou soit venu de l'étranger a changé quoi que ce soit dans notre manière de travailler et dans nos rapports? Et en tout cas, en ce qui me concerne, non. Je n'ai jamais perçu la moindre différence dans notre relation par rapport aux doctorants que je récupère, qui ont fait leurs études en France, ou bon, dans l'équipe on a quand même des doctorants d'un panel de nationalités intéressant, puisqu'il y a un Brésilien, il y a un Allemand, il y a une autre Algérienne, et puis il y avait un Français quand Abdou est arrivé, et tout ça, mon Dieu, tout ça c'est une très belle réalisation de la mondialisation, je dirais. La science rassemble. L'informatique pour moi est une longue histoire d'amour qui dure depuis des années maintenant, depuis que j'ai eu mon premier ordinateur en Algérie en fait. Et quand j'ai vu le domaine, quand j'ai vu la vitesse avec laquelle les choses évoluent et se développent, j'ai adoré ça et j'ai voulu participer et être une part ou faire partie de cette aventure de l'informatique. Là, j'ai rencontré des gens. Enfin, moi, c'était ce que j'ai rêvé avant, c'est rencontrer des gens en informatique. C'était en Algérie, c'était vraiment des gens sur lesquels vraiment j'ai lu juste des articles ou des livres comme ça, mais là en France, j'ai vu ces gens-là, j'ai discuté avec eux. C'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.